Alors comment bien choisir ses actions en bourse et en particulier sur le marché américain? Pour ceux qui suivent le DCA Change, vous avez vu que j'ai vendu Intuit dans le dernier épisode et j'étais à la recherche d'une nouvelle action. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant tout simplement de poser les critères sur une feuille de papier, plutôt un PDF, et de le lire avec vous. Et bien sûr, c'est pas pour vous que je fais ça, c'est pour moi, c'est pour avoir une trace, pour que par exemple dans 3 mois, 6 mois, je n'oublie pas ce que je m'étais fixé comme objectif. Et je le rappelle que je suis qu'un particulier qui documente son parcours, donc c'est à vous de faire vos propres recherches. Et on est vendredi, et vendredi, c'est la vidéo bourse. Voilà, c'est parti pour le choix d'actions intelligent. J'avais pas d'autre nom pour la présentation. Et l'objectif tout simple, c'est de construire un portefeuille à compound machine. Voilà, pareil, je ne savais pas comment le traduire. C'est tout simplement trouver les entreprises à intérêt composé, celles qui, au fil du temps, deviennent inarrêtables, elles compandent, que ce soit en interne, par exemple, avec Amazon qui se diversifie, ou des boîtes qui se spécialisent sur un seul marché, par exemple Visa ou Mastercard, et qui, au fil du temps, tout simplement, croient, jusqu'à être, entre guillemets, inarrêtables, ou du moins être complètement décorrélés de l'inflation, c'est-à-dire que l'état est tellement grand qu'à un moment, ça n'a plus d'importance. Donc on va commencer déjà par les points positifs et après on ira voir les points négatifs pour les actions. Et le premier point positif pour moi, c'est le monopole ou plutôt la dominance du marché, voilà. C'est-à-dire que tout simplement l'entreprise a une part de marché massive, c'est-à-dire plus de 50%, même plus de 80%. Par exemple, je peux prendre le cas de Microsoft, des systèmes d'exploitation pour ordinateur. Et ben 80% des systèmes d'exploitation dans le monde sont du Microsoft. Ensuite bien Apple, Linux et autres systèmes. Si on regarde par exemple les revenus, le chiffre d'affaires de Microsoft au fil du temps, on voit qu'il est croissant. En 2009, c'était par exemple 60 milliards et aujourd'hui, ou plutôt l'année dernière, en 2024, c'était 260 milliards, donc quasiment un x5 en 15 saisons. Alors ceci n'est pas dû seulement à leur monopole sur les systèmes d'exploitation ou autres, c'est aussi dû au fait qu'ils font des acquisitions dans une industrie concentrée. Voilà, ça reste du software, ils vont pas commencer à se diversifier, à faire du pétrole ou par exemple des matériaux précieux. Enfin, dernier point du monopole ou de la dominance, c'est les douves, le moat en anglais, c'est tout simplement les barrières à l'entrée naturelle, que ce soit pour une entreprise à changer de système, par exemple Amazon avec WS, ce système de cloud en ligne, mais aussi ça peut être par exemple une base d'abonnés ou d'utilisateurs fidèles, par exemple je pense à Apple ou Netflix. Et d'ailleurs Netflix a la seconde caractéristique des boîtes prolifiques ou attractives, c'est tout simplement la fixation des prix. Il faut qu'une entreprise ait la capacité à augmenter les prix sans perdre de clients. Voilà. Et on l'a vu au fil des années, et même quand Netflix a voulu faire tout simplement ce système de non-partage de compte, le cours de l'action s'est effondré parce que beaucoup d'investisseurs pensaient que les utilisateurs de Netflix allaient aller sur des plateformes concurrentes, Apple, Paramount ou autres. Au final, ils sont restés, ça a augmenté leur nombre d'abonnés, et c'est ce qui a fait croître le prix de l'action. Mais revenons à la caractéristique numéro 2, c'est tout simplement c'est la possibilité d'augmenter ses prix et de façon supérieure à l'inflation, c'est-à-dire que les revenus battront toujours l'inflation et ça fera toujours plus de cash flow pour l'entreprise. Quel type de boîtes peuvent faire ça? C'est tout simplement les entreprises qui ont peu de concurrents. Pense aussi à Visa et Mastercard, voilà, des boîtes qui sont quasiment indétrônables, qui elles ne sont pas en monopole mais plutôt en duopole sur les systèmes de paiement. Et pour qu'un nouvel acteur les détrône, il faut rattraper l'avance technologique et aussi se déployer justement chez tous ses clients, chez tous ses partenaires, que ce soit par exemple des commerçants physiques ou des commerçants en ligne. Et enfin, pourquoi une entreprise peut augmenter ses prix sans perdre en utilisateur? Tout simplement parce que son produit ou le service qu'il propose est à forte valeur perçue pour l'utilisateur. Et pour lui, il sera impensable tout simplement de changer de produit ou de service. On a vu que le premier point, c'était le monopole. Le deuxième point, c'était la fixation des prix. Et le troisième point qui est important pour moi, c'est l'effet de levier opérationnel. J'entends par là qu'il faut des coûts fixes et stables. Par exemple, à l'opposition, des matières premières, que ce soit par exemple du pétrole ou des minerais. Voilà, ça fluctue, que ce soit en fonction de l'actualité, des guerres ou autres. Et c'est surtout dû au fait que si la production passe de un produit à 100 produits, mais il faudra tout simplement que les inputs, ou plutôt le nombre de matières premières, de ressources nécessaires à la création de ce produit, soient multipliés par 100. Là où des boîtes qui ont des coûts fixes et stables, en fait, ne sont pas impactées et peuvent augmenter leur marge au fil du temps. Et en prenant par exemple le cas de Netflix, à un certain seuil, par exemple, je vais dire n'importe quoi, 2 millions d'abonnés, vous êtes rentable, que vous ayez 2 millions, 10 millions ou 20 millions, tout simplement vos coûts sont fixes, mais votre marge augmentera. Voilà. Et alerte spoil, si je prends le S&P 500, 500 entreprises, on pourrait croire que je parlais de beaucoup d'entreprises, mais avec les critères que j'ai fixés, en fait il y en a très peu, donc c'est tout le temps les mêmes boîtes qui vont revenir. Donc ça c'était les 3 premiers points positifs, tout simplement à regarder chez une boîte, mais il y en a encore 3 autres. Ok, quatrième point pour moi qui est important, c'est la croissance organique, pas d'acquisition massive uniquement via l'activité principale. C'est-à-dire que la boîte n'a tout simplement pas besoin de faire des campagnes de pub excessivement chères, entre guillemets le bouche à oreille. Et pareil, si ces revenus sont de l'abonnement, disons que voilà, il y a beaucoup d'acquisitions en septembre, il ne faut pas que ce soit toujours le même système d'appel d'offres. Les 3 premiers mois sont gratuits et après c'est payant. Typiquement une boîte qui fait de l'acquisition massive dans laquelle je n'investirai jamais, par exemple c'est NordVPN si vous êtes sur YouTube, il y a toujours des pubs. Déjà ils doivent rémunérer l'espace pub.
Et en plus, généralement, leur système d'abonnement, c'est toujours avec les 3 ou 6 premiers mois gratuits, ce qui ronge tout simplement la marge et les revenus, donc ce qui n'est pas bon. Voilà, autre point important aussi pour la croissance organique, ça pourrait être tout simplement l'ouverture de nouveaux points de vente. Je pense par exemple à Starbucks, qui pour se répandre avait besoin d'ouvrir de nouveaux espaces de restauration. Et ben ça, ils arrivaient à le faire très bien, que ce soit aux États-Unis ou même dans le monde entier. Et pareil pour les boîtes tech, ça peut être vu comme pouvoir se déployer à l'international dans des nouveaux marchés en respectant la législation. Je pense notamment à Uber, qui était aux États-Unis et a su se spread, se répandre à travers le monde. Ensuite, 5e point important pour moi, c'est peu de dettes, peu d'investissements nécessaires pour croître. Alors ça pourrait rejoindre le point précédent, mais j'entends par là qu'il faut qu'il y ait peu de dépenses en CAPEX ou R&D. Voilà, par exemple, la R&D, je pense que vous connaissez tous, c'est la recherche et développement. C'est quand on teste tout simplement des nouveaux produits, que ce soit pour tout simplement avoir des prototypes ou autres. Voilà, et ça tout simplement, ça coûte énormément d'argent, surtout quand c'est des produits physiques. Et pareil, le CAPEX, c'est quand il vous faut beaucoup d'infrastructures ou autres. Typiquement, l'année dernière, toutes les boîtes tech ont vu leurs dépenses en CAPEX exploser, tout simplement parce qu'elles achetaient des nouveaux serveurs pour pouvoir tout simplement s'adapter à la vague de l'IA. Et enfin, le 6e point attractif et prolifique pour moi pour une entreprise, c'est une bonne allocation du capital, c'est-à-dire une utilisation disciplinée et efficace du cash, du free cash flow. Voilà, on a vu précédemment que c'était important qu'une boîte augmente ses revenus, faire de la marge, c'est génial, la trésorerie augmente, mais comment elle utilise cette trésorerie? Personnel, j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas du tout fan des dividendes. Je préfère qu'une entreprise réinvestisse à l'intérieur d'elle-même. Déjà pour plusieurs raisons, c'est qu'elle a un besoin, donc elle peut le combler, et ça lui évite par exemple de passer par un acteur extérieur. Et en plus de ça, et ça peut être par exemple aussi par des acquisitions. Je pense notamment à Google qui a acheté la semaine dernière Wiz, cette boîte tout simplement de cybersécurité pour son cloud. Et en plus de ça, pour en revenir sur les dividendes, sachez que quand une boîte paye des dividendes, elle paye déjà une taxe et après l'actionnaire paye encore une taxe. Tout simplement, cet argent pourrait être utilisé à faire croître l'entreprise. Et pareil, autre point important pour un actionnaire, c'est de ne pas être dilué, c'est-à-dire que le nombre de parts en circulation n'est pas en constante augmentation, mais plutôt diminue, ça augmente la rareté. Et vous verrez plus tard, une métrique à laquelle je porte beaucoup d'attention, c'est le ratio free cash flow par action. Donc c'est tout simplement une division. Donc quand la partie supérieure augmente et la partie inférieure diminue, voilà, ça double l'effet et ça va beaucoup plus vite. Ok, donc ça c'est les 6 critères que je vais rechercher, mais c'est quoi les points de vigilance? Je vais vous les montrer. Donc premier point non prolifique et non attractif pour moi, c'est les réinvestissements qui sont risqués, c'est-à-dire une dépense en R&D et CAPEX qui a un retour incertain. J'entends par là tout ce qui est pharma, biotech. Il faut dépenser énormément de sous pour, par exemple, développer un vaccin, un médicament, et encore, on n'est pas sûr qu'il fonctionne, on n'est pas sûr qu'il soit approuvé par les autorités d'un ou des pays en question, donc ça augmente le risque d'échec tout simplement avec ces investissements. Et pareil, il y a tout ce qui est aussi industrie lourde et construction. Voilà, ça demande énormément de matériaux, c'est-à-dire beaucoup de matières premières. Et malheureusement, ces matières premières, il est plus probable que leur prix augmente qu'il ne diminue. Et du coup, la marge a beaucoup plus de chances d'être rongée. Ensuite, deuxième point non attractif pour moi, c'est tout simplement les projets spéculatifs, autant pour moi. Donc c'est tout ce qui est start-up trop dépensière, qui a besoin par exemple de lever énormément de capital, mais qui n'est toujours pas rentable. Et aussi, troisième point, c'est la rémunération excessive. Tout simplement, un dirigeant qui serait beaucoup trop rémunéré en stock option. Et j'ai oublié de le mettre dans les points prolifiques, c'est quand un dirigeant, par exemple, a du skin in the game, c'est-à-dire quand son patrimoine est fortement corrélé aux actions de l'entreprise qu'il dirige, et du coup, ses intérêts sont alignés sur ceux de l'actionnaire. Et encore un autre point que j'ai oublié, comme quoi c'est important de bien tout noter, c'est quand un dirigeant est issu de l'entreprise. Voilà, je prends par exemple le cas de Netflix encore, et ils ont 2 CEO, il y en a un qui vient du produit, et l'autre qui vient de la partie tech, ils connaissent très bien le savoir-faire de la boîte et le besoin de leurs utilisateurs, ce qui est important. Ensuite, le troisième point de vigilance non attractif pour moi, c'est le revenu non prédictible et soumis à des cycles économiques, par exemple l'augmentation des taux, la baisse des taux ou autre. Je pense aussi aux secteurs qui sont subventionnés, voilà, des secteurs qui de base ne sont pas rentables mais qui ont besoin de l'État tout simplement pour fonctionner, que ça soit par exemple pour une continuité territoriale, je pense à l'aviation ou autre, mais c'est des secteurs qui sont beaucoup trop cycliques. Et pareil, j'exclus aussi tout ce qui est produit non essentiel. Donc par exemple l'automobile, voilà, c'est pas tous les ans qu'un utilisateur change de voiture ou autre. Voilà, ensuite, quatrième point d'attention pour tout ce qui est non attractif, c'est toutes ces structures à double vote. Alors même si j'adore Google, c'est pour moi clairement leur zone d'ombre. C'est un point de vigilance que je vais regarder à l'avenir. Mais dans les futures entreprises que je veux sélectionner, je veux que le pouvoir de vote ne soit pas disproportionné, justement pour ne pas réavoir le même cas où tout simplement des fondateurs ont des responsabilités disproportionnées par rapport aux personnes qui sont investies, aux actionnaires qui sont investis dans la boîte. Ouais, cinquième point aussi de vigilance, c'est tout simplement la dilution des actionnaires, c'est-à-dire trop d'émissions d'actions, rachat d'actions absents. Donc voilà, on se retrouve sur la page tout simplement de Mastercard pour voir le nombre de parts en circulation de l'année 2010 à 2024. Et ça, typiquement, c'est le genre de graphique que je recherche. Une diminution constante des actions en circulation. Bon, là, il y a le petit delta, c'est en rouge, c'est parfait, c'est le seul moment où je veux que des actions soient dans le rouge. C'est
tout simplement quand je regardais le nombre d'actions en circulation. Et par exemple, je prends une boîte comme VC, qui est une boîte, c'est une REIT. Voilà, les REIT, elles sont souvent appréciées parce qu'elles versent un juteux dividende de façon régulière et en augmentation. C'est souvent aussi des boîtes qui sont liées à l'immobilier et donc qui ont une cyclicité parce qu'elles empruntent, les taux changent, ils sont pas prédictibles. Et bien pour contourner ça, par exemple, le VC émet des parts sur le marché qu'elle vend pour se financer. Et voilà à quoi ça correspond. Par exemple, on voit qu'en 2018, il y avait 370 millions de parts en circulation. Et fin 2024, il y avait 1 milliard d'actions en circulation, donc quasiment 1 x 3 en 6 ans. Puisqu'on est là, je vais regarder quelques critères tout simplement d'actions, par exemple comme le revenu opérationnel. Voilà, quand on prend des boîtes rentables comme Mastercard, on voit qu'il est en constante augmentation. Alors VC, c'est peut-être pas la meilleure entreprise, je vais prendre une entreprise cyclique, je vais prendre Delta Airlines par exemple. Voilà à quoi ça ressemble une boîte par exemple cyclique qui est dans l'aviation. Voilà, on va plutôt commencer dans le sens, on voit qu'il y a une baisse des revenus, tout simplement parce que les frontières étaient fermées, il y avait des lockdowns ou autres. Même si on pourrait croire que par exemple le revenu est en constante augmentation, bah voilà, l'aviation, entretenir un avion ça coûte cher, c'est des coûts qui sont fixes et qui ne peuvent pas être réduits tout simplement par une entreprise, et ça se voit tout simplement sur la marge opérationnelle. On voit que la meilleure année c'était par exemple 2016, et on voit que par exemple en 2024 le niveau de 2016 n'a jamais été réatteint. Voilà, et 6e point de vigilance qui est important, et ça c'est pour vous, c'est faites vos propres recherches. Je vous rappelle que je suis qu'un particulier, donc ne vous fiez pas à ce que vous trouvez sur internet ou dans les médias, et même pour votre esprit critique, ne vous fiez pas ou ne faites pas confiance aveugle à des gens. Donc voilà, ça c'est le petit résumé sur quoi je me focus, tout simplement une croissance organique des revenus, c'est-à-dire une hausse naturelle du chiffre d'affaires et pas d'acquisition de clients majeurs. Par acquisition, j'entends pas acquisition de boîte, c'est acquisition de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients, pas le rachat d'une boîte pour tout simplement l'intégrer. C'est encore autre chose. Ce qui va m'intéresser, c'est la croissance du free cash flow par action, c'est-à-dire une hausse non cyclique du free cash flow et l'importance des rachats d'actions ou buyback en anglais. Et 3e point qui va être important pour moi, c'est la prévisibilité, c'est-à-dire l'avantage concurrentiel, le moat, la visibilité sur la stabilité des résultats futurs. Plus une entreprise est prévisible et saine, plus l'entreprise est souvent chère. Et voilà, et peut-être que pour cette année, je vais faire plus attention à la valorisation PER ou autre. Mais enfin bref, ça c'est encore le sujet d'une autre vidéo. Ouais, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao.